Ce que je voudrais faire, c'est essayer de faire deux choses. D'abord, de rappeler le contexte. Pourquoi on a proposé ce projet SOCLIM, quelles questions on veut résoudre, et ensuite comment on va les résoudre, et notamment, évidemment, au travers de la campagne qui est là. Donc l'acronyme SOCLIM, ça vient d'être expliqué, c'est Southern Ocean and Climate, et les deux objectifs qu'on s'est fixés en quelque sorte, c'est de collecter des données inédites dans l'océan austral, parce que c'est un océan qui est extrêmement sous-échantillonné. La raison, c'est qu'il est très loin, il y règne des conditions qui sont extrêmement difficiles, aussi bien de mer, de vent et éventuellement de glace. Et par contre, paradoxalement, je vais vous montrer pourquoi, c'est un océan qui est essentiel dans le rôle que joue l'océan dans le contrôle du climat. Donc on a un peu un paradoxe, c'est là qu'on a le moins de données et c'est un des endroits les plus critiques. D'où l'idée de focaliser ce projet SOCLIM sur cet endroit-là et avec une approche qui est nouvelle, innovante, sur laquelle je reviendrai. Le deuxième aspect qui a déjà été évoqué lors de la présentation, c'est qu'un de nos soucis aussi, c'est de faire partager un petit peu cette activité, mais surtout de faire découvrir au travers de l'océan austral, et qui exerce quand même une certaine fascination sur le public en général, parce que c'est loin, parce que pas beaucoup de gens auront la chance d'y aller. Au travers de ça, d'utiliser ça un peu comme un médiateur pour parler du rôle de l'océan et du climat, enfin dans le contrôle du climat, et donc en particulier de mettre en avant que les études sur l'océan, la protection de l'océan, c'est une thématique d'actualité. Alors je vais commencer par pourquoi faire ce projet, et c'est un petit peu un tableau noir sur lequel on aurait pu écrire à la craie il y a quelques années, un siècle ici. 36,4 égale 16 plus 20,4. Alors ces chiffres, c'est une addition toute bête, et en fait ça représente notre budget global de dioxyde de carbone. D'un côté, 36,4, c'est les émissions, et de l'autre côté, je vais y revenir. Alors les émissions, tout d'abord, très rapidement. Alors c'est une moyenne, hein. Les unités, c'est des milliards de tonnes, et c'est par an, et c'est une moyenne sur une décennie de 2005 à 2014. Et donc, en fait, les 36,4, on peut les séparer en deux blocs. Un gros bloc qui est 33 milliards de tonnes par an de CO2, c'est ce qu'on injecte par la combustion des énergies fossiles, quasiment essentiellement, un petit peu par d'autres activités industrielles. Le reste, les 3,4 qui restent pour arriver à la somme, c'est ce qu'on appelle le changement d'usage des sols, et grossièrement, en tout cas une grosse partie, c'est lié à la déforestation. Ça, c'est ce qu'on injecte annuellement dans l'atmosphère due aux activités humaines. Alors ensuite, d'un autre côté, on trouve 16. 16, qu'est-ce que c'est ? C'est la quantité c'est ce qu'on met par an, mais qui reste dans l'atmosphère. Et c'est ce qui contribue à la courbe que vous voyez là-haut et que vous avez déjà vue. Alors, on a le pointeur là-dessus. Ça, voilà. Donc cette courbe, vous l'avez déjà vue de nombreuses fois, c'est l'augmentation inexorable du CO2 dans l'atmosphère. Et vous voyez que là, à l'heure actuelle, en 2014, on a franchi ou on a approché la barre symbolique des 400 ppm. Juste pour rappeler, hein, avant le début de l'ère industrielle, on était à 280 ppm. Donc ça résulte de l'addition chaque année d'une grande quantité de CO2 qui provient de la combustion des énergies fossiles et de la déforestation. Mais ça ne fait pas le total. Donc ça veut dire qu'il y a une partie du CO2 qui n'est pas restée dans l'atmosphère et qui est partie ailleurs. Alors où est-elle partie ? Eh bien, elle est partie soit dans la biosphère terrestre, on va dire, soit dans les océans. Et c'est à peu près à part égale. Donc, s'intéresser à ce problème de CO2 dans l'atmosphère, on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe et de comprendre ce qui se passe à la fois dans la biosphère terrestre et dans l'océan. Et donc, nous, en tant qu'océanographes, ce qui nous préoccupe, c'est ça. Une autre façon de présenter un petit peu les mêmes chiffres, c'est ce graphe. C'est des flux de carbone, pareil, par an.
les valeurs qui sont là en positif, c'est les émissions. Donc ce que vous revoyez, c'est les émissions des combustions des énergies fossiles, plus le changement d'usage des sols. Et vous voyez l'évolution au cours du temps sur les 200 années où on a perturbé le système avec les activités anthropiques. Ça, c'est positif. Et de l'autre côté, vous avez l'évolution dans l'atmosphère, là, qui est le bleu clair, donc où on voit clairement que ça a augmenté. Mais on voit aussi l'évolution des puits. Et donc, en fait, par exemple, pour l'océan, on constate que le puits océanique a réagi. C'est-à-dire qu'on a mis de plus en plus de CO2 dans l'océan au fur et à mesure qu'on en injectait et que ça augmentait dans l'atmosphère. Donc ça veut dire d'une certaine façon que le puits océanique aide ou rend les choses moins pires. Donc si on veut maintenant prédire ou s'intéresser au futur du climat, il y a deux choses à considérer. Pardon. Le climat, il dépend effectivement de la quantité qui va être dans l'atmosphère avec toutes les conséquences, réchauffement climatique et autres. Mais pour prédire ça de manière crédible, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est les émissions. Et sur quel scénario on va se mettre, peu importe le détail des courbes, ça illustre juste qu'il y a de multiples choix dans le futur pour les émissions de CO2. Ça, de quoi ça dépend ? Ça dépend de chacun d'entre nous et puis surtout des gens qui nous dirigent. Mais le chemin sur lequel on s'engage là, c'est une question scientifique, c'est une question politique, c'est une question économique, c'est une question de citoyens essentiellement. Mais ça ne suffit pas. Pour définir le CO2 dans l'atmosphère dans le futur, il faut aussi connaître l'évolution des puits. Est-ce que l'océan, par exemple, va continuer à assimiler de plus en plus de CO2 ? En ce cas-là, bon, il continue à aider. Ou est-ce qu'à un moment, il dit stop, moi je suis plein, j'arrête, débrouillez-vous. Et à ce moment-là, ça veut dire que tout ce qui passe plus dans l'océan va rester dans l'atmosphère avec une augmentation qui est plus grande et des conséquences sur le climat. Donc l'enjeu, pour les océanographes en tout cas, est de mieux comprendre ce puits. Comment l'océan absorbe du CO2 ? C'est ce que je voudrais vous montrer, et en particulier en prenant l'exemple, bon, juste un point, mais je vais passer rapidement sur. C'est juste l'évolution du puits océanique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le puits océanique augmente, il y a une forte variabilité, et en plus, il y a une forte, incertitude sur la valeur de ce puits, notamment si on se réfère aux valeurs qui sont mesurées, qui sont là en rouge. Donc il y a un besoin simplement de plus de données et aussi de meilleure compréhension des mécanismes qui sont derrière le fonctionnement de ce puits. Alors, les mécanismes. Bien, pour illustrer ça, je vais prendre l'exemple de l'océan austral, parce que c'est là qu'on va y travailler, ce qui me permet de revenir à la définition de l'océan austral. Alors ça, c'est un petit schéma, c'est une coupe. Donc vous imaginez ici les tropiques, par exemple l'île de la Réunion, et puis ici, le continent antarctique. Et entre les deux, ce qu'on appelle l'océan austral. Donc il y a les eaux chaudes ici, puis on arrive à un moment, quand on descend avec le bateau, on arrive vers 40 sud, et de manière assez abrupte, la température de l'air et de la mer se refroidit, ça devient de plus en plus agité, et on rentre entre 40 et 60 sud dans la région qui est connue des navigateurs comme étant les 40e rugissants, les 50e hurlants. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est agité. Kerguelen, près duquel on va travailler, est à 50 sud, donc exactement dans les 50e, et puis ensuite on trouve le continent antarctique. Pour comprendre très simplement pourquoi cet océan est si important pour le CO2, il faut juste réaliser une chose, c'est que le point de départ, enfin si on veut, ce sont les 50e et les 40e rugissants avec ces vents d'ouest très puissants. Ils ont tendance à pousser l'eau, évidemment, dans le sens du vent, sauf que comme la Terre tourne, ça les pousse en fait pas dans le sens du vent, mais plutôt à 90 degrés et à pousser l'eau vers le nord. Ça a une conséquence, c'est que cette eau ici vient buter sur les eaux chaudes et a tendance à s'enfoncer ici. De l'autre côté, ici elle a tendance plutôt à être refroidie, c'est la région où il y a beaucoup de glace, donc plus froide, plus dense, et elle a tendance à recouler. Si vous enlevez de l'eau ici et là, évidemment vous ne faites pas un trou, donc il faut bien la ramener de quelque part. Et dans cette région, la seule façon de la ramener, c'est de la ramener du fond. Donc en fait, ça explique de manière très simple comment l'eau circule dans l'océan austral. Et c'est fondamental pour comprendre pourquoi ça joue un grand rôle dans le puits de CO2. En effet,
le CO2, lui, il est dans l'atmosphère, mais comme c'est un gaz, il se dissout dans l'eau. Si vous avez de l'eau qui est entraînée en profondeur, elle entraîne naturellement le CO2 avec elle. Donc il y a de l'eau riche en CO2 qui va plonger ici. Et puis comme on a le même phénomène à peu près ici, on voit aussi qu'il y a de l'eau riche en CO2 qui va plonger là. Ces deux processus, c'est ça qui entraîne la moitié du puits océanique à l'échelle globale. C'est dû à ce processus-là qui se déroule dans l'océan austral. Le deuxième point qui est important, c'est que vous ramenez de l'eau en surface. Or, cette eau, elle est aussi riche en CO2. Donc, en fait, ça crée une espèce de fuite dans le système. Donc là, vous avez une source de CO2. Et un des grands enjeux à l'heure actuelle, ces mécanismes-là sont relativement bien compris. Par contre, ce qui est moins bien compris, c'est comment cette source de CO2 pourrait éventuellement varier dans le futur, et notamment à cause de ce qui peut se passer dans cette région. Et dans cette région, il y a un processus qui stocke aussi du carbone, mais qui n'est pas lié à la circulation comme là et là, qui est lié à un autre processus, qui est un processus lié à la biologie. Et ce processus, en fait, il est illustré ici aussi de manière très très schématique. Donc là, vous avez l'atmosphère, le CO2 se dissout dans l'eau, et dans l'eau, vous avez des organismes photosynthétiques, comme on les connaît sur Terre, qui ont la capacité de transformer le CO2 en carbone organique particulaire. Et donc, ce carbone, une très grande partie va être repassée sous forme de CO2, notamment par les bactéries, mais une petite partie arrive à s'échapper parce que, par gravité, des organismes sédimentent ou des déchets sédimentent. Et une fois qu'ils sont dans l'océan profond, ça, c'est du carbone. Donc les bactéries continuent à faire leur œuvre, elles remettent du CO2 ici, mais ce CO2, il n'est plus en contact avec l'atmosphère, donc il est stocké. Donc là, vous avez un mécanisme de stockage, et de manière ultime, une partie du carbone peut arriver dans les sédiments, et ça, c'est un stockage qui est de plus longue durée. Si on met des échelles de temps là-dessus, le carbone qui est là, c'est stocké pour à peu près 1 an, c'est-à-dire à l'échelle de la saison. Grossièrement, les bactéries ont tout remis sous la forme CO2, donc vous n'avez rien fait en termes de stockage, ça n'aide pas. Par contre, si vous avez franchi la barre grossièrement des 100 mètres, le carbone qui est là, lui, il est stocké pour des échelles de temps plus longues, de 10 à 1000 ans. Donc là, il y a un effet sur le stockage, et ce processus, c'est ce qu'on appelle la pompe biologique de carbone. De manière ultime, si vous arrivez au fond, là, vous stockez le carbone pour des millions d'années. Et une partie de ce carbone, c'est les combustibles fossiles. Et quand vous avez réalisé en fait ça avec ces échelles de temps, vous comprenez pourquoi il y a un problème à l'heure actuelle. C'est qu'on a pris depuis 200 ans dans ce stock-là pour le remettre directement dans celui-là. Donc il y a un problème d'échelle de temps que la nature, avec ces processus-là, ne peut pas gérer. D'où l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, malgré les puits océaniques. SOCLIM s'intéresse à ce mécanisme, parce que c'est un mécanisme qui est complexe, il fait intervenir le vivant. Là, c'est dessiné de manière très simple, mais là, vous avez toute la diversité du vivant, toute la complexité des écosystèmes, et comprendre comment ce mécanisme fonctionne, le quantifier, et dire comment il va répondre dans le futur, par exemple, si on réchauffe l'eau ici, si on l'acidifie, parce que le CO2 qui rentre l'acidifie, c'est un enjeu majeur, et c'est là-dessus, essentiellement, que SOCLIM va travailler. Comment on va faire ça? Bien, oui, j'avais mis ce commentaire, juste un petit mot. En fait, ce mécanisme est assez inefficace dans l'océan austral. La raison, on l'a évoqué rapidement, on sait maintenant que c'est parce que les organismes manquent de fer, mais là, ce n'est pas le sujet. Le point, c'est que s'il est inefficace, ça veut dire qu'il y a un potentiel qui est là et qui n'est pas réalisé. Donc, potentiellement, l'océan austral pourrait stocker plus de carbone, pourrait aussi en stocker moins. Et un des enjeux, c'est de savoir ce qu'il va faire dans le futur. Quand vous avez un système qui fonctionne grossièrement au max, le changement peut juste le baisser. Là, on a vraiment une incertitude de savoir dans quel sens va aller le système dans le futur, en sachant que de toute façon, le changement climatique va modifier à minima déjà les caractéristiques des eaux de surface. Donc le projet SOCLIM, c'est un projet qui est basé sur la campagne SOCLIM dont je vais vous parler, mais qui est un petit peu plus large que ça, parce qu'on s'intéresse à une très vaste zone de l'océan Indien et qu'on va pouvoir étudier sans y aller, enfin en tout cas avec un bateau, mais à l'aide des flotteurs, et je reviendrai là-dessus.
Kerguelen est ici, et donc la campagne que nous allons réaliser, qui part dans une semaine, elle part de là, de l'île de la Réunion, où va attendre le bateau, le Marion Dufresne, descendre ici à Kerguelen et faire un certain nombre de mesures, de déploiement d'instruments dans cette région, pour descendre probablement aussi bas que possible, à la limite de la glace, qui à cette saison devrait se trouver quelque part aux alentours de 58 degrés sud ou par là, et remonter évidemment. Alors, juste rapidement, je vous ai dit, l'océanographie, depuis plusieurs décades, est basée essentiellement sur une stratégie qui consiste à aller en mer avec des bateaux, à prendre de l'eau et à faire des mesures. C'est très bien, ça a été très productif. Ça a un souci, c'est qu'un bateau, vous pouvez aller en mer un mois, c'est ce qu'on va faire. 2 mois, c'est le max de ce que l'on fait. Ensuite, c'est à un moment donné de la saison. Par exemple, en Australie, on y va souvent au printemps, on n'y va quasiment jamais en hiver. C'est déjà assez difficile au printemps ou en été. Et vous ne pouvez pas donc être partout et tout le temps. L'idée de SOCLIM, c'est de combler ce trou, c'est-à-dire de pouvoir décrire ce qui se passe quand on n'est pas là avec le bateau. Et pour ça, ça nécessite une instrumentation nouvelle, et c'était la proposition de SOCLIM, c'est d'attaquer ces questions scientifiques que je vous ai rapidement décrites avant, avec des nouvelles approches. Une de ces approches, c'est ce qu'on appelle les flotteurs bioargo. Des flotteurs bioargo, ce sont ces espèces de grands tubes. Alors les flotteurs Argo, c'est connu depuis 10 ans, il y en a à peu près 3000 dans l'océan. C'est des flotteurs qui montent et qui descendent de manière autonome avec un petit système de vessie et qui ont des capteurs pour mesurer la salinité et la température. Quand ils sont en surface avec une antenne Iridium ou autre moyen de satellite, ils donnent leur position, mais ils envoient aussi les données qu'ils ont collectées pendant la montée, la descente, éventuellement la dérive. Ils dérivent avec les courants. Alors l'idée de SOCLIM, c'était d'ajouter à ces capteurs qui nous donnent pas de renseignements sur la biologie, puisque c'est uniquement salinité et température, des capteurs qui nous donnent des informations sur la biologie et l'activité biologique. Et donc en fait, c'est l'équipe de Villefranche qui est vraiment pionnière dans ce domaine, qui rajoute un certain nombre de capteurs que vous voyez ici, qui permettent de donner une idée de la quantité de phytoplancton qu'il y a dans l'eau, de la quantité d'oxygène, éventuellement de la quantité de certains sels nutritifs, qui sont des indicateurs de l'activité biologique dans les océans, et donc en particulier dans cette région-là. Donc là, on a déjà déployé dans le contexte de SOCLIM des flotteurs un petit peu par opportunité, parce qu'il y avait des bateaux, soit français, mais soit aussi sud-africains, qui ont permis ces déploiements. Là, vous avez un déploiement sur le Marion, c'était il y a 2 ans, d'un flotteur bioargo, qui est toujours actif à l'heure actuelle. L'intérêt de ces flotteurs, c'est que il y a une interface qui a été développée, vous êtes dans votre... vous pouvez voir tous les flotteurs qui sont dans l'océan. Là, voilà l'île Kerguelen, voilà un flotteur qui avait été déployé. Et à partir de ces flotteurs, vous pouvez avoir en direct les valeurs. Ce sont des profils verticaux. Là, par exemple, c'est la température entre 0 et 1000 mètres. On voit que la température décroît jusqu'à 200 mètres, puis réaugmente. Là, c'est la salinité. Ici, vous avez la densité qui est la combinaison des deux. Ça, c'est par exemple la fluorescence. Donc, on voit qu'il y a du phytoplancton en surface, beaucoup moins en profondeur, et ainsi de suite. Vous avez tout un tas d'indicateurs, et comme vous voulez, 1 fois par jour, 2 fois par jour, 1 fois tous les 10 jours, c'est vous qui décidez, et cette programmation peut être changée par communication chaque fois que le flotteur est en surface. Donc cet outil-là est vraiment extrêmement performant. Il permet de couvrir de manière spatiale et temporelle de grands espaces. L'inconvénient de ces outils, c'est qu'ils dérivent, donc vous ne contrôlez pas où ils vont, et l'information que vous obtenez est une combinaison de ce qui varie dans le temps, de ce qui varie dans l'espace. Donc c'est assez subtil après de faire la part des choses. À côté de ça, on a la deuxième approche, qui est l'approche des mouillages instrumentés. Donc là, ce qu'on veut, c'est que ça ne bouge pas, parce qu'on veut décrire à un endroit donné l'évolution de paramètres qui nous intéressent. Et ça, c'est la deuxième approche qu'on va développer. Et donc ça, c'est un schéma qui représente en fait ce qu'on va déployer pendant la campagne SOCLIM au large de Kerguelen. Donc c'est sur le plateau, hein, il y a 500 mètres de fond. On va déployer des instruments sous la couche, enfin, sous la surface,
qui vont permettre de faire des mesures et de collecter des échantillons. Donc là, vous voyez un collecteur d'échantillons, il y a un certain nombre de capteurs. Tout ça va être placé sous la surface. C'est quelque chose qui est un challenge dans cette région-là. Et puis, on a d'autres collecteurs ou capteurs. Ici, par exemple, c'est ces grands tubes avec des petits godets qui permettent de collecter les particules qui tombent, donc en fait de quantifier la pente biologique. Donc ça, c'est la deuxième approche, et ça va être déployé pour 6 mois. Donc en un endroit donné, on a une description temporelle de ce qui est fait. Donc ces deux approches combinées doivent permettre de remplir en fait le trou qu'on a de connaissances dans la variabilité saisonnière, notamment des processus dans cette région. Et tout ça, c'est fait, il faut un gros bateau pour aller là-bas, même si vous devez déployer des instruments et les laisser, il faut quand même un gros bateau. Donc ce gros bateau, alors pourquoi il faut un gros bateau? C'est parce que la région est un peu turbulente. Et ça, c'est juste pour vous mettre dans l'appétit. C'est le Marion du Frêne, donc il fait quand même 120 mètres. Le pont là est à 10 mètres de haut. Et ça, ce sont les 40e rugissants dans les jours où il fait relativement mauvais. Bon, je ne vais pas laisser ça trop longtemps parce que des fois ça provoque des effets un peu inattendus, c'est dommage pour l'amphi. Donc il faut quand même un gros bateau pour travailler en sécurité dans ces régions-là. Et on a la chance en France de disposer du Marion Dufresne, armé par l'IPEV, qui avec des équipages compétents qui nous permettent de travailler dans ces régions. Juste, c'était 3 petites vidéos qui illustrent simplement le travail dans ces régions-là, qui est un petit peu difficile, mais qui est quand même faisable. Mais le grand enjeu pour nous, c'est ces instruments qu'on déploie, pour une part d'aller les récupérer, parce que les mouillages, autant les flotteurs Argo transmettent les données, et c'est des instruments perdus, c'est-à-dire que tant qu'il y a de la batterie, ils vont produire des données pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Autant les mouillages instrumentés, comme il n'y a rien en surface, parce que c'est juste impossible, compte tenu des conditions de mer, il faut aller les récupérer, et c'est ce qu'on fera au mois de mars, avec une deuxième campagne du Marion Dufresne, pour aller rechercher les instruments, récupérer les échantillons et récupérer les données. Voilà ce que je voulais rapidement... Ah non, juste un point. Pour ce qui est de la diffusion, en quelque sorte, des connaissances, et puis de profiter, en fait, de ces projets pour essayer d'attirer l'attention sur l'océan. Un des publics cibles, en tout cas pour nous, ce sont évidemment les jeunes. Et donc, il y a un projet qui est associé à SOCLIM, qui est un projet plus vaste, mais auquel SOCLIM contribue, qui est Mon Océan et moi, avec sa version Adopt Float, qui rassemble tout un tas d'outils de médiation pour faire le lien, notamment ici avec les publics de scolaires, utiliser en fait ce qu'on fait, les outils, nos campagnes, pour sensibiliser et essayer de faire comprendre à différents niveaux, à différents degrés, l'importance du rôle de l'océan, notamment dans le contexte du climat.